renforcement de la position. Voilà, tout à fait. D'accord. Entendu. Parfait. Merci David. Alors, Adriane qui intervient pour FXCM, Adriane Raymond, que vous retrouvez régulièrement sur DailyFX, le forum, sur Twitter, vous en mettez des tweets, FXCM, il y a un paquet. Hein. Et il tapisse. Bon, et on retrouve et qui intervient sur beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Alors, que pense FXCM sur la partie... Alors, je pense que j'étais là. Non, c'est pas ça. Oui. Et... Alors, bonjour à tous. Alors, je vais me lever. Le premier graphique que je vais montrer, ça montre en gros que la Fed n'a pas besoin d'augmenter ses taux d'intérêt pour que le dollar US monte. Donc, que la Fed augmente ses taux d'intérêt en juin, en septembre l'année prochaine, c'est pas très important à ce niveau-là. Puisque depuis septembre 2014, la Fed a déjà engagé la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis via des opérations qu'on appelle des reverse repo et également le Term Deposit Facility. Alors, ce sont des opérations qui ont pour résultat de diminuer les réserves excédentaires déposées auprès de la Fed. Sans entrer dans les détails, vous voyez le résultat. Hausse du dollar US, baisse des réserves excédentaires donc déposées auprès de la Fed, hausse du dollar US, corrélation entre l'euro-dollar et donc ces réserves depuis longtemps. Donc ça c'est le premier point. Est-ce que la Fed va augmenter ses taux d'intérêt? Je pense également qu'il y a un risque là-dessus. Mais est-ce que le dollar va fortement baisser si la Fed n'augmente pas ses taux? Tant que les opérateurs pensent qu'à terme, que ce soit encore une fois à la fin de cette année ou peut-être même l'année prochaine, que la Fed va augmenter ses taux d'intérêt, le dollar US devrait quand même rester à terme soutenu, tout comme la livre sterling par exemple. Alors, prochain graphique, c'est le graphique donc mensuel de l'euro-dollar, mon analyse technique, voilà. Et en fait, ça vous montre que l'euro-dollar, au début de ce mois, a testé un support. Après 9 mois consécutifs de baisse. Est-ce qu'on vend un support après 9 mois consécutifs de baisse? Moi, non merci. Est-ce que l'on achète par contre? C'est une bonne question. Est-ce que l'on achète sur accélération au-dessus des 1,12 pour viser par exemple les 1,15, peut-être même jusqu'à 1,18? Parce qu'ici on parle quand même d'un graphique mensuel. Imaginez, après 9 mois consécutifs de baisse, on peut quand même avoir un rebond. Donc moi personnellement, je vous dis qu'effectivement c'est trop tard de vendre. C'était justement à 1,05, 1,07 que notre équipe, où on avait établi justement un objectif, on a encaissé. Et maintenant, on cherche à peut-être se positionner à l'achat si le mois prochain, en avril, déjà avec les NFP, donc c'est vendredi prochain, avec la première estimation du produit intérieur brut aux États-Unis pour le premier trimestre, si ces deux statistiques pèsent sur le dollar US, je pense qu'on pourrait remonter un petit peu. Alors, la question c'est est-ce qu'il vaut mieux vendre à terme ce rebond qui peut avoir lieu, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter donc, lors de la hausse et puis ensuite on verra bien pour une vente. Il y a deux choses que je chercherai pour peut-être se positionner à l'achat. Soit on glisse à nouveau vers les 1,05, 1,07, soit le support mensuel qu'on vient de voir. On voit à ce moment-là un événement qui soit du côté dollar, et je pense que ce sera plutôt du côté dollar, ou bien également en zone euro avec la Grèce. Visiblement, je ne pense pas que la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne lâchent la Grèce quand même. S'il y a une deuxième réaction dans cette zone de support, je pense qu'on pourrait quand même remonter beaucoup plus vite par la suite. Un short squeeze sur le marché, ce serait parfait pour justement passer à l'achat. Sinon, pardon ? Là, je parle en fait dans les 2 semaines qui viennent. 2-3 semaines qui viennent. Tu es sur un raisonnement fondamental. Tu dis, Mais technique. Et technique, alors qu'est-ce qui se passerait short squeeze à partir de quel moment? Là, actuellement, on est à 1,08. À partir du moment où on glisse à nouveau vers les 1,05, 1,07, en avril, on voit une réaction là-dessus. Donc toi, tu anticipes peut-être là un effritement qui pourrait descendre vers 1,05, 1,06, d'accord, voilà. Pas au plus bas, un peu au-dessus, voilà. 1,05, d'accord. Et là, il pourrait y avoir un short squeeze et un redémarrage très fort derrière. Voilà, ça exactement. En gros, si on peut remettre mon graphique mensuel, on ne vend pas un support. La baisse de l'euro-dollar
en cours depuis 9 mois, on a déjà cassé pas mal de supports. Déjà 1,27, ensuite 1,18, ce qui était un signal de vente. Donc là, c'est fini en fait au niveau de la vente. C'est peut-être pas fini au niveau de la baisse à terme, mais se positionner à la vente là maintenant, je pense qu'on aura quand même un risque de rebond. Ton analyse de dire on vend pas un support après une baisse assez longue est valide, enfin est légitime, bon, ça se comprend. En revanche, ce qu'on peut poser comme question, c'est est-ce que ton support est important? Parce que les supports, on peut en trouver, tu sais bien qu'on peut en trouver graphiquement. Alors est-ce que ce support-là est vraiment aussi important qui ferait que après une forte baisse, eh ben on s'arrête dessus? Je comprends très bien. Il a plus beau le potentiel. Il a épuisé une bonne partie de son potentiel baissier, donc il suffit qu'un petit support et ça va le bloquer. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas que le support. D'après ce que tu dis, il y a aussi d'autres supports. Alors, je ne suis pas vraiment partant pour le canal par contre, mais le support, la zone mensuelle, il s'agit quand même des résistances pour le dollar US contre pas mal de devises, notamment le yen. Si on avait le temps de regarder ça, je pourrais vous montrer la résistance de l'USD yen. C'est quand même une résistance en place depuis 1986. Est-ce que l'on peut rebondir sur l'euro dollar? Oui. Est-ce que l'on va rebondir jusqu'à 1,30? Non, je pense pas. Est-ce que l'on peut rebondir jusqu'à 1,15? Pourquoi pas? Est-ce qu'il vaut mieux vendre ce rebond à terme? Probablement. Donc moi, j'aurai 3 niveaux de vente pour le deuxième trimestre, si effectivement on rebondit. Premier niveau, 1,15, c'est la première résistance, en fait les sommets de février. Ensuite, plus haut, vers les 1,18. Et si jamais, finalement, on devait rebondir très très fortement, quand même, je penserais vers les 1,21, 1,22. Voilà. On reprend, on revient. Donc là, on se trouve ici, tu penses plutôt, après une petite pause, une accélération avec un rebond vers 1,15, c'est ça, à peu près par là? En fait, moi je chercherais carrément une nouvelle baisse jusqu'au support, 1,05, 1,07. Oui. Ensuite, une réaction là-dessus. Violente. En avril, dans les 2 premières semaines d'avril. S'il y a une réaction, je pense qu'on pourrait avoir un short squeeze sur le marché avec des positions spéculatives sur le dollar US coupées par les opérateurs une fois qu'ils se rendent compte que la Fed ne va pas augmenter ses taux d'intérêt. Donc, une réaction violente d'un rejet d'un niveau trop bas et d'un renvoi vers la hausse. C'est ça? D'accord. Tu te rends compte quand même que vous êtes nettement en opposition quasiment à 180. Puisque Alexandre, je dis pas, hein, parce que évidemment il n'y a pas de science exacte en analyse technique, hein, et on est très sûr, mais à la fois Alexandre attend qu'on arrive sur ce niveau-là et tu n'attends pas que ça casse, tu considères que dès qu'on est arrivé sur ce niveau-là, c'est déjà très favorable et ça va enchaîner la baisse, alors que toi tu laisses supposer, sans certitude, on est d'accord bien sûr, mais j'aime bien résumer les choses, que sur si ça venait sur ce support, ça ne viendra peut-être jamais, ni l'un ni l'autre, on verra qui a raison, mais si ça vient sur ce support, il pourrait se produire une réaction violente. Alors, est-ce que tu anticipes la réaction violente? Est-ce que tu pourrais... Non. Ou tu dis, s'il y a une anticipation violente, c'est là qu'il faudra rentrer. C'est pas tout à fait pareil. Je n'anticipe pas la réaction. Je n'ai pas d'ordre d'achat là à 1,05 qui traîne, puisque effectivement, si jamais on revient dans cette zone et il n'y a pas de réaction, évidemment on peut casser et aller chercher la parité. D'ailleurs, à la parité, je pense que ce sera une résistance sur le dollar index à 104, il me semble. Ça, c'est la prochaine résistance majeure sur le dollar index, ce sera la parité pour l'euro dollar. Maintenant, pour la réaction, j'attendrai qu'il y ait une réaction déjà. Qu'il y ait une annonce. NFP, produit intérieur brut aux États-Unis, ou bien la Grèce, qui va probablement pas être lâchée par quand même l'Union européenne. Je pense quand même que l'on peut monter. La différence en fait au niveau des stratégies du trading, est-ce qu'on peut prévoir un rebond impulsif ou est-ce qu'on va avoir une stabilisation? Alors, s'il y a une nouvelle baisse jusqu'à 1,05, 1,07, il y a une réaction là-dessus, je pense qu'on pourrait avoir un mouvement assez impulsif, jusqu'à 1,15. Si par contre, on n'a pas de réaction nette et on voit quand même qu'il n'y a pas forcément de pression acheteuse, je pense qu'on va plutôt être dans un range, quelque chose comme ça. La probabilité, par contre, dans les 3 mois qui viennent, parce qu'on parle de 3 mois, donc deuxième trimestre, la probabilité que durant le deuxième trimestre, qu'il y ait un rebond, donc en données mensuelles, 1 mois de rebond, après 9 mois de baisse, la probabilité quand même, j'estime, est assez importante.
Voilà. D'accord, ok. Tu voulais intervenir rapidement, Alexandre? Sinon, après dans les questions, parce que... C'est très rapide. En fait, c'est juste que sur une tendance baissière comme ça, c'est vrai que le test des supports a systématiquement cassé. Donc, c'est en sorte de probabilité, ceux qui jouent les achats sur support, systématiquement se faisaient sortir parce que les supports cassaient. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là où on essaie d'aller toujours dans la tendance du marché et d'être dans la cassure, parce que finalement, quand on regarde un graphique historique, peu importe une action, une devise, enfin une paire de devises, des matières premières, on est quand même beaucoup plus souvent en tendance que sur des phases de range finalement. Donc, jouer la poursuite de tendance dès qu'on touche une résistance pour jouer l'achat ou un support pour jouer la vente, en nombre de tests, il y a plus de réussite de ce côté-là qu'en nombre d'achats sur support pour jouer le rebond. En tout cas, c'est la contre-tendance et ça peut être un peu délicat. Ça ne veut pas dire que si on short le support, on le fait sans stop évidemment. D'accord. Ok, alors bon, moi je vais essayer d'aller rapidement pour qu'on ait au moins un petit peu de temps pour les questions. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. J'avais fait un article, j'ai une interview dans capital.fr qui était, comment ça s'appelle, aux alentours de octobre, et on était à peu près aux alentours des 1,27, et j'avais donné 1,16. Donc 1,16, c'est-à-dire que j'anticipais que le mouvement allait il commençait à freiner ici, et j'anticipais qu'il allait encore continuer de baisser, mais aux alentours d'un 16. Après, ça a réaccéléré, on voit très vite, et derrière, eh ben, c'est allé beaucoup plus bas. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que moi j'ai du mal à acheter. Malgré le rebond assez important, j'ai beaucoup de mal à acheter là-dessus. Pourquoi? Parce que ça n'a pas cassé encore des niveaux, ça n'a même pas cassé le point de support ici, des niveaux de 1,10, 1,11 qui se trouve ici, sur lequel qui serait déjà significatif. On est resté bloqué à l'intérieur. Vous savez, vous connaissez, je ne sais pas si certains se souviennent de ce que j'ai dit, les blocs AM, c'est-à-dire des blocs de consolidation. Les marchés évoluent en phase de consolidation, d'une phase de consolidation à une autre phase de consolidation. Pour l'instant, il y a une phase de consolidation ici qui situe aux alentours des 1,13, dont le bord est lui-même à 1,11. On a cassé, on est parti. Là, on rebondit un peu, mais pour l'instant, on n'est même pas encore rentré dans les 1,11. Donc, pour l'instant, la base de l'analyse technique, c'est pas la base, c'est une des règles de trading qui est tirée de l'analyse technique, c'est rester dans la tendance. La tendance est baissière. Acheter là-dessus, moi, je n'achète pas. Je ne peux pas acheter. Il faut attendre que le marché me le montre, me prouve que le marché a fait son plus bas et qu'on rebondit. J'ai plutôt tendance... Alors ensuite, donc, la tendance est toujours baissière, etc. Si on repassait au-dessus d'un 11, alors là, je recommencerais à voir un petit peu plus ce qu'on peut faire. Pour l'instant, j'ai plutôt le sentiment qu'on va continuer à baisser. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à ralentir. Je suis d'accord avec toi, David, on ralentit, la baisse se ralentit. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de vendeurs qui ont shorté, ils sont déjà tous en position, qu'il n'y a plus vraiment de nouveautés. Moi, on ne sait jamais qu'il y ait une nouvelle information dans le marché, mais pour l'instant, il n'y a pas tout est pricé. Donc c'est l'élan, je dirais, qui pousse encore à baisser. Donc plutôt baissier, mais et à moins de la parité, quelque chose qui irait à 1,02, 1,0250, pas vraiment beaucoup plus bas pour l'instant. Et dans ce cadre-là, j'essaye de chercher un point, mais effectivement le point est pas très facile. Peut-être un swing, quelque chose qui viendrait, parce que si on descend après, là on est en délit, si on descend sur du horaire, on va le serrer un petit peu, on va pas descendre sur du horaire, on va descendre sur du 4 heures. Hop, on a le rebond qui s'est fait ici, on a une possibilité d'avoir une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qui est finie, et donc on pourrait avoir une descente, donc quelque chose qui descendrait peut-être sur le premier support ici des 1,6, un rebond, et derrière, après le rebond, évidemment, si on reste toujours sous les indices 50, dans un deuxième temps, là, effectivement, cassé. Là, très difficile, je ne sais plus qui disait ça, c'était Alexandre tout à l'heure, difficile de se positionner parce qu'en milieu de range également. Et à la hausse, tant qu'on ne rentre pas dans la zone des 1,12, 1,1150, 1,12, j'essaye pas d'acheter. Là, après, je réfléchirai. Mais pour l'instant, la tendance reste baissière, il n'y a pas de reprise, il y a un vague début de rebond ici, etc. Il plafonne, il n'arrive pas à dépasser les 1,11, les 1,1050, pardon, il n'arrive pas à dépasser, donc plutôt baissier, plutôt aller chercher quelque chose vers 1,0250 pour l'instant, même si les supports auxquels je ne crois pas, qui sont des supports qui sont très vieux, et que ce sont des petits supports. Je ne suis pas comme toi tout à fait, Adrien, parce que le support auquel tu fais référence, c'est un petit support, ça serait un point vraiment extrême historique, très bas, très loin. Je ne serais pas un fan dessus pour sauter dessus, mais je comprends, on verra, tu as tout à fait raison, c'est intéressant.
après, l'analyse technique, c'est pas une science exacte. Justement, si on est alerté sur ces rendez-vous et ces différents points, ben, on regarde ce qui se passe et on peut changer rapidement son fusil d'épaule et prendre une position différente. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'avantage de l'analyse technique par rapport à l'analyse fondamentale. Alors, on n'a pas le temps de faire tellement les autres devises. Ce que je vous propose, c'est plutôt de faire une série de questions pendant 5-10 minutes, et même 10 minutes, ça sera beaucoup, mais si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement poser des questions précises sur des devises précises, si on peut les voir, mais ponctuellement. Je vous en prie. Du yen. Alors, le graphique yen, USD yen. Alors, hop, il est là. Si tu veux, on peut demander... Donc ça c'est un graphique en fait j'ai préparé, j'avais envie de le commenter. L'USD yen est sous une résistance historique en données mensuelles qui est en place depuis 1986. Cette résistance se trouve à 122. Alors, je viens de dire que le dollar US est sous résistance, donc cette résistance est à 122 pour l'USD yen. Les fondamentaux, comme pour l'euro-dollar, plaident plutôt en faveur d'une hausse du dollar US à terme, et donc d'une baisse du yen. Vous connaissez les politiques des banques centrales. Néanmoins, je pense qu'on risque quand même, si jamais le yen casse les 118 dans les 2 prochaines semaines, je pense qu'on risquera d'avoir une belle correction sur le yen jusqu'à 116, peut-être même en cas de baisse des indices boursiers, aversion au risque, on pourrait avoir même une baisse jusqu'à 110. Donc sur le yen, je proposerais plutôt une vente sur cassure des 118, inversement un achat sur cassure des 122, parce que si l'on casse les 122, en fait, on pourrait quand même avoir quelque chose de très bullish. Si on revient sur le graphique, c'est quand même une résistance historique et naturellement, un breakout au-dessus des 122, ce serait quand même quelque chose de très fort sur le long terme. La ligne de tendance oblique qui est là. Voilà. Ouais. Ce sont des sommets, tous les sommets depuis 1986. Donc, c'est pas n'importe quelle résistance quand même. Moi, André, je suis également très... pour répondre à monsieur, je suis baissier à moyen terme. Alors, moyen terme, c'est pas 2-3 semaines, c'est des horizons de 6, 8, 12 mois. Mais je suis clairement baissier sur le yen, surtout sur la paire dollar-yen. Particulièrement sur la paire dollar-yen parce que, alors, il n'y aura pas de graphique derrière, mais vous le retrouverez, j'en mets souvent sur Twitter ou sur différents réseaux. Pourquoi ? Parce que quand on regarde un graphique historique,